Bonjour. Donc on va d'abord merci de votre présence en cette rentrée. Faire quelques présentations avant toute chose. Donc vous êtes les premiers auditionnés dans le cadre de cette mission. Donc vous allez essuyer les plâtres de notre travail. Je me présente, Stéphane Peu, député de la Seine-Saint-Denis, groupe communiste, et je préside cette mission dont on précisera après les contours. Bonjour, je me présente, donc je suis Michael Cosson, moi je suis député, rapporteur pour cette mission. Et donc, enchanté de vous rencontrer. Donc, on va faire une multitude d'auditions. L'objectif, il est assez clair. On connaît la difficulté qu'on peut rencontrer dans le domaine du logement. La volonté, elle est d'abord de pouvoir mener des mesures d'urgence, mais de ne pas se limiter à un horizon strict, mais vraiment de pouvoir auditionner afin d'apporter chacun sa contribution pour justement permettre de relancer la machine en tant que parcours résidentiel, j'ai envie de dire, du logement pour les moins jeunes et les plus jeunes, et pour toutes les bourses. Et aussi aborder, et ça c'est vrai que c'est pour ça qu'on parle dans 2 temps, d'avoir, on a un PLF qui va arriver, donc de tout ce qui est mesures fiscales, de pouvoir l'aborder pour voir déjà ce qui pourrait permettre de relancer un peu la machine. Tout en ayant en regard que ce ne vont pas être les seules solutions, puisqu'il y a bien d'autres problèmes. On pense à la hausse des matériaux, la hausse des emprunts et autres. Et donc, comment on fait pour que justement la situation qu'on connaît, elle puisse avoir un horizon moins lourd. Parce qu'on on est bien conscient que les semaines, mois à venir, et ça a déjà débuté, il y a des situations qui vont être de plus en plus compliquées, à la fois dans le domaine du bâtiment, à la fois chez les particuliers. Et donc, comment on fait pour résoudre cela? Et donc, l'idée, c'est de disposer d'une boîte à outils, avec les bons outils pour les bons travaux. Géraldine Maurice, collaboratrice de Monsieur Cosson. Bonjour, excusez-moi pour le retard, Lionel Cos, député des Landes. Et à droite de Monsieur le Président, le secrétariat administratif de la mission d'information. Donc on va se présenter. Donc Roselyne Conan, moi je suis directrice générale de l'ANIL, donc l'Agence nationale pour l'information sur le logement. Et m'accompagne aujourd'hui Odile Bourgeois, qui est à l'ANIL. Louis Dumerle, directeur juridique de l'ANIL. Merci pour ces présentations. Donc, comme l'a dit mon collègue rapporteur, nous voulons, c'est une mission assez générale sur la question du logement. Le but est de produire un document d'orientation qui puisse déboucher sur une proposition de loi la plus large possible. On a été très attentif aux conclusions du Conseil national de la refondation sur le logement qui avait réussi à dégager des pistes consensuelles, un certain nombre de propositions consensuelles qui réunissaient à la fois le secteur privé, les promoteurs, le monde HLM, le monde associatif. Et donc, il nous semble que ce consensus trouvé sur un certain nombre de propositions dans le cadre du Conseil national de la refondation devrait, en toute logique, pouvoir trouver un chemin transpartisan ici à l'Assemblée nationale sur un texte porteur de propositions. Dans l'immédiat, nous allons faire une note de cette mission à la fin du mois d'octobre sur la loi de finances, ça a été dit à l'instant, sur la loi de finances avec un certain nombre de propositions pour essayer d'infléchir la politique du logement. Il y a une crise, tout le monde maintenant la reconnaît. Elle est amplifiée par la hausse des taux, mais elle préexistait depuis plusieurs années. Le nombre de demandeurs de logement ne cesse de croître. La production de logements neufs ne cesse de baisser, toutes catégories confondues.
Et la mobilité dans le parc locatif est de plus en plus petit en raison de la difficulté d'accéder à la propriété. Donc tout ça sont les éléments, et il y en a bien d'autres, mais enfin sont des éléments de crise qui se traduit par un coût du logement dans le budget des ménages toujours plus élevé, et donc un pouvoir d'achat amputé là aussi par ce poste de dépenses. Et puis une difficulté tout simplement à se loger. Alors vous, les ADIL, enfin l'ANIL et les ADIL, que je connais bien, enfin, en tout cas dans mon département, vous êtes aux premières loges parce que vous êtes à la fois un peu à l'intersection de l'accueil des publics qui ont des difficultés de logement et puis des relations avec les collectivités locales, les bailleurs, les promoteurs, les agences, etc. Donc ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un peu votre regard sur cette période que l'on vit, les retours que vous avez, les statistiques que vous avez, parce que vous êtes aussi un centre de ressources très important d'analyse des marchés immobiliers et de la politique du logement dans les départements. Ça nous intéresse aussi parce que vous êtes organisé par département, vous êtes une agence nationale, mais vous êtes organisé par département. Ça nous intéresse aussi de voir un peu votre regard sur le caractère national ou très disparate selon les territoires de la crise du logement. Enfin bref, toute une série de questions sur lesquelles on vous laisse parler, puis peut-être par une introduction ou une introduction à plusieurs voix, puis ensuite on vous posera des questions. Merci. Parfait. Peut-être simplement faire un petit rappel en fait sur quelques éléments statistiques sur le réseau peut-être. Donc c'est vrai que vous l'avez bien expliqué, hein, notre réseau est bien implanté maintenant sur 87 départements. Sur l'année passée, c'est un petit peu moins de 900 000 consultations qui ont été délivrées en direction des ménages et des acteurs. On a un cœur de métier qui reste les rapports locatifs, mais on a des sujets sur lesquels on identifie des besoins qui sont croissants, notamment sur tout ce qui est non-décence, habitat indigne, où les enjeux de performance énergétique, de décence énergétique ont généré de nombreuses consultations auprès des ADIL. Voilà, au-delà de ces premiers éléments, comme vous le disiez, effectivement, on est au plus près des territoires et on mesure à la fois quelques éléments de signaux faibles sur des questions qui commencent à émerger sur les territoires, comme on a pu identifier sur certains secteurs l'amplification des enjeux de congés des bailleurs qui sont finalement confrontés à un logement classé F, G, G+, et qui ne se lance pas dans les travaux et se décide finalement de donner congé, comme on identifie aussi des problématiques qui sont liées aux accès dans la propriété, qui sont confrontés justement à cette problématique de solvabilisation liée à la hausse des taux. Donc c'est vrai que on essaye d'apporter au mieux notre éclairage. Peut-être vous citer, donc je vous ai apporté notre rapport d'activité qui reprend effectivement les chiffres clés du réseau avec le nombre de consultations par sujet. Peut-être on le détaillera, mais peut-être nos derniers travaux d'études, notamment sur le bien vieillir chez soi, où on a pu vraiment investiguer, creuser ce sujet du logement des plus âgés. Et voilà, quelles étaient leurs envies, quelles étaient les possibilités aujourd'hui et comment effectivement il fallait organiser les années à venir. Est-ce qu'il fallait tout miser sur l'adaptation ou diversifier l'offre de logement. Donc c'est vrai que notre étude, donc voilà, je vous ai apporté un exemplaire, mais voilà, elle est disponible de façon dématérialisée. Voilà, aujourd'hui, effectivement, sur les sujets que vous identifiez, avec soit des mesures d'urgence, relancer effectivement la machine pour créer du logement. Nous, on a pu, sur certains sujets, identifier des enjeux d'évolution, notamment par exemple de dispositifs fiscaux, puisqu'on a été sollicité dans le cadre de la mission de l'IGED justement sur des étapes de bilan des dispositifs comme le de Normandie. Et c'est vrai que à la croisée des enjeux de la rénovation du parc, le ZAN, éviter l'attrition du parc effectivement par cette problématique
de non-décence énergétique, mais pas que. Donc c'est vrai qu'on avait contribué sur cette question, notamment à mettre en avant les problématiques, notamment sur ce dispositif, qui finalement n'a pas forcément trouvé aujourd'hui son public. Et on avait proposé quelques évolutions, notamment pour justement respecter ces objectifs qui ont été fixés, voilà, d'inciter à la rénovation des quartiers dégradés, revitaliser les centres-villes qui sont peu dynamiques. Donc c'est vrai que nous, on avait proposé de prolonger ce dispositif de Normandie, ne pas forcément le circonscrire aux secteurs sur lesquels il est aujourd'hui, c'est-à-dire Action Cœur de Ville et ORT, mais l'étendre à d'autres secteurs. C'est là-dessus, par contre, où voilà, il y a un enjeu de bonne articulation avec l'autre dispositif qui est Locavantage, et puis l'enjeu aussi des zonages, hein, parce que effectivement, il faut savoir qu'est-ce qu'on a envie de faire, et voilà, ne pas limiter non plus, ne pas se sectoriser uniquement sur la rénovation du parc, mais conserver cette capacité aussi à produire du logement neuf. Alors peut-être sur l'enjeu du dispositif de Normandie, ce qu'on avait identifié, c'est que je le donnais un petit peu en préambule. C'est vrai que c'est un dispositif qui n'a pas forcément trouvé son public, et il y a un enjeu de portage. Il y a un enjeu de porter à connaissance des potentiels investisseurs sur ce dispositif. Et c'est vrai que nous, on avait identifié 3 grands axes d'évolution. Donc, le simplifier, ce dispositif, mieux informer, mieux accompagner. Donc, sur les enjeux de simplification, c'était revoir effectivement la liste des travaux qui ouvrent droit au dispositif de Normandie, revoir la condition selon laquelle l'étiquette énergétique doit être classée à minima en E après travaux. Et puis, l'enjeu d'informer, accompagner. Nous, ce que nous disent les édiles, effectivement, sur les territoires, c'est qu'il faudrait favoriser à la fois des actions de communication locale, avoir des ambassadeurs qui, justement, puisque ceux qui touchent les bailleurs, c'est-à-dire que les ADIL, on a à peu près un peu moins d'une consultation sur 5 qui vient nous voir. Un consultant, c'est un bailleur. Donc c'est vrai qu'on aurait la capacité, nous, de promouvoir effectivement... Ouais, chez nous. Ouais. Les publics, nos publics de bailleurs sont plutôt des propriétaires de 1 ou 2 logements qui gèrent eux-mêmes, puisqu'on a à peu près 60% du parc qui est en gestion directe. Donc, ce n'est pas un professionnel qui assure la gestion locative du bien. Donc, c'est vrai que ce sont des propriétaires qui ont besoin d'informations, qui ne sont pas des professionnels, et qui, quelquefois, effectivement, on va dire... n'ont pas cette maîtrise des dispositifs qui sont complexes, hein, tant la fiscalité que les rapports locatifs, que les aides à la rénovation. On avait d'ailleurs fait une étude sur les freins et motivations des bailleurs aux travaux. Et là, on avait bien identifié la première question, et le premier frein, c'était vraiment l'enjeu financier par une méconnaissance des aides. Donc c'est un public qu'on ne touche pas forcément facilement. C'est un public qui est vraiment devant nous. Qu'il va falloir vraiment accompagner dans ces opérations de rénovation. Et c'est en ça, on se disait que l'enjeu d'information et d'accompagnement justement de ces bailleurs vers ce dispositif de Normandie, qui est une des clés qui peut potentiellement effectivement mobiliser le parc vacant, aider à sa rénovation, était une piste intéressante. Et c'est vrai qu'on avait imaginé, et on souhaiterait proposer, hein, que les ADIL pourraient être identifiés comme des ambassadeurs du dispositif, parce que entrer dans un dispositif d'investissement locatif, c'est pas que signer un bail. Il y a des enjeux de fiscalité, il y a des enjeux de travaux, donc de contractualisation des travaux, des enjeux d'identification des valeurs de loyer, d'accompagnement du locataire quand il entre dans les lieux. Donc c'est vrai que l'ADIL a cette vision 360 du sujet logement. Donc elle sait à la fois répondre dans le cas de la signature d'un bail, mais elle sait aussi répondre au sujet de fiscalité, elle sait expliquer les enjeux de MaPrimeRénov', et puis les sujets de copropriété, parce que ce qu'on a aussi identifié, c'est que la majorité du parc locatif se situe dans du collectif, des immeubles collectifs, et donc on a des copropriétés qui sont gérées par des syndics professionnels, mais on a quand même un panel de petites copropriétés qu'on appelle, nous, désorganisées ou inorganisées, où il n'y a pas de gouvernance. C'est-à-dire qu'il y a un copropriétaire qui se pense syndic,
mais vu qu'il n'y a pas eu d'AG, qu'il n'y a pas de contrat de syndic, au final, il n'est pas vraiment syndic. On a des immeubles qui ne sont même pas assurés. Et on a des propriétaires bailleurs, là au milieu, qui, voilà, tant bien que mal, effectivement, rénovent l'intérieur du logement, mais l'immeuble n'a pas fait l'objet de rénovation lourde. Et on va arriver justement à du parc qui est en mauvais état. L'immeuble n'est pas forcément immatriculé. Alors, par l'effet des cessions successives, les notaires immatriculent les immeubles, mais pour bénéficier des aides nationales, il faut être immatriculé. Donc, on a des ADIL qui mènent ce travail justement d'accompagnement. En fait, c'est de l'aller vers. C'est des collectivités locales qui ont choisi de financer justement les ADIL sur cette approche qu'on imaginerait, nous, plus dynamique, c'est-à-dire des équipes mobiles copropriétés qui iraient à la rencontre, justement, comme on a pu intervenir, nous, sur la prévention des expulsions avec des équipes mobiles prévention des expulsions. On imaginait mettre en place, justement, ces équipes mobiles copropriétés qui iraient à la rencontre, justement, de ces copropriétés inorganisées ou désorganisées, justement, pour les structurer. Et c'est vrai que réunir une AG, élire un syndic, et puis peut-être accompagner la copropriété vers un syndic professionnel si les copropriétaires ne se sentent pas les reins suffisamment solides, justement, pour jouer le rôle de syndic bénévole. Donc c'est vrai que ça, c'était un axe sur lequel on souhaitait partager des éléments avec vous. Et si je reviens effectivement sur le dispositif de Normandie, donc il y a évidemment cet enjeu de porter à connaissance, d'informer, accompagner. Donc on pourrait imaginer une mission confiée au réseau des ADIL, peut-être par les collectivités locales, à voir comment on structure ce type d'action pour justement intensifier la mobilisation de Normandie, capter aussi ce parc vacant qui nécessite d'être remis en location, qui nécessite des travaux. Donc un accompagnement global sur le sujet. Et puis sur les dispositifs fiscaux, il y a cet enjeu de zonage. Là, je laisserai peut-être plus Odile compléter mes propos et je vais terminer là-dessus. On a aussi des remontées de territoire sur les plafonnements. Vous savez, vous avez 300 000 euros par investissement, à hauteur de 300 000 euros par bien. Quelle que soit la localisation, là, on imaginait qu'on pouvait faire évoluer les choses, parce qu'en fonction des secteurs, le prix de l'immobilier, vous le savez, n'est pas du tout le même. Donc, le montant maximum de l'assiette, on pourrait le moduler. On avait imaginé qu'on pourrait le moduler selon l'appartenance à un zonage, ABC par exemple, pour que le montant il soit vraiment plus en adéquation avec la situation du marché immobilier local. Et ça permettrait peut-être de mieux s'adapter aux besoins locaux. Et pour les territoires ultramarins, il y aurait vraiment des prix spécifiques à imaginer, parce que là, on a une problématique très particulière. Alors peut-être sur le zonage, je vais passer la parole du coup à Odile, si vous voulez compléter. Juste avant que vous dites, là, parce que de Normandie, c'est un bon dispositif, ça peut être un bon dispositif, mais pour l'instant, son impact est très marginal. Donc, vous avez des propositions concrètes en matière d'élargissement de l'assiette et des zones, parce qu'il est très centré. Alors, il y avait justement, pour juste remettre en perspective le propos, nous, ce qu'on constate dans l'histoire des parcours résidentiels, de la crise du logement, il y a un segment qui est important, qui est le segment locatif, qui est une variable d'ajustement. D'ailleurs, quand on regarde un peu l'histoire des parcours résidentiels, il prend un rôle. Les parcours sont beaucoup moins beaucoup moins linéaires, et il permet des allers-retours justement plus facilement dans le parcours résidentiel. D'ailleurs, ce qui était très intéressant dans le sondage qu'on a fait auprès des seniors, même les seniors maintenant envisagent plus volontiers le retour au statut de locataire dans la fin de leur parcours résidentiel. Donc c'est vrai que, et quand ce parc s'assèche, on voit bien leur répercussion sur l'ensemble de la chaîne du logement, qu'il soit locatif social ou locatif privé. Donc ce que l'on voit, c'est quand même, nous, du côté des ADIL, une augmentation quand même des consultations des congés pour vente, ce qui est un signal qu'il faut quand même prendre en compte des bailleurs. Effectivement, nous, on a surtout un public de petits bailleurs qui sont parfois un peu démunis. Et donc, on voit bien qu'il y a peut-être un risque d'érosion de ce parc locatif. Il y a des réglementations qui sont vertueuses parce qu'il faut le faire monter en gamme. Mais d'un autre côté, il y a un effet qu'il faut quand même accompagner et donc déployer les outils. Et le de Normandie en fait partie.
Pourquoi ? D'autant plus que le Normandie, comme vous le dites très bien, il est très restreint. Il est restreint sur les territoires ORT. L'idée, c'était peut-être d'élargir, peut-être de l'ouvrir aux territoires tendus, nonobstant effectivement une bonne articulation avec Loc'Avantage pour que les dispositifs ne se cannibalisent, ne fassent pas concurrence. Le simplifier, c'est-à-dire que rendre un peu plus simple les listes de travaux éligibles, les articulations, qu'est-ce qu'on met dans la liste de travaux, finalement quels sont les critères qu'on attend, avoir peut-être simplement une augmentation d'une performance énergétique pour mailler avec les enjeux de rénovation énergétique, avoir quelque chose de peut-être plus simple, plus large. Si d'ailleurs on fait le pari peut-être de réduire d'autres dispositifs comme le Pinel, c'est peut-être intéressant de réinvestir dans les zones tendues sur des dispositifs qui viennent augmenter la panoplie du réinvestissement du parc existant, qui reste la ligne forte qu'il faut continuer à garder. Donc on a vraiment cet enjeu quand même de prévention de l'érosion du parc locatif. Et nous on a quand même ce signal quand même. Moi je le vois dans l'analyse des consultes en ADIL. C'est pas totalement anecdotique, la montée en puissance des consultations de congés pour vente de propriétaires bailleurs qui sont propriétaires de passoires énergétiques. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose, à mon avis, qu'il faut accompagner. Et c'est pour ça qu'on insiste lourdement sur cet aspect-là, parce que, mine de rien, on pourrait le quantifier de manière assez simple. C'est surtout G en ce moment. Mais on peut effectivement quantifier. Maintenant, on a ça, dans notre reporting, on a cette mesure-là. Je n'ai pas le chiffre exact en tête, mais je pourrais on pourra sortir la tendance. Et d'ailleurs, la DIL de Paris avait fait une étude assez intéressante sur le sujet, à travers les consultations et là, d'autres territoires commencent à sortir des statistiques sur cette question. Donc, c'est des signaux faibles, mais il faut les écouter. Et puis, comme vous le dites, en face, on a des hausses de taux qui empiètent la mobilité dans le parc locatif privé. Donc voilà, il y a un enjeu quand même déjà de préserver un logement un volant de logement suffisant. Il y a un deuxième sujet qui est intéressant d'une étude qu'on a faite à travers on a une mission d'observation des loyers en France avec le réseau des OLL. Il y a une étude qui avait fait la démonstration que nous avions finalement que les politiques en faveur d'investissement locatif qui a mis sur le marché pas mal de logements plafonnés, eh bien, il y avait un effet de modération des loyers des générations antérieures, puisqu'ils se retrouvaient en concurrence de logements plus récents, qui répondaient à des normes énergétiques meilleures. On a vu sur des modélisations économétriques que sur cette génération de parc, il y a eu un effet quelque part de modération des prix, d'évolution des prix. Et on voit bien donc du coup l'intérêt d'avoir cette présence de ce parc locatif intermédiaire de qualité dans les territoires. Donc notamment dans les zones tendues. Je parle beaucoup des zones tendues, même s'il y a des vrais sujets aussi dans les secteurs peu tendus. Donc voilà, comment réfléchir aussi peut-être de manière un peu plus large sur la stimulation du logement intermédiaire porté par les investisseurs. Si en plus à côté de ça, on réduit le Pinel, donc il y a quand même quelque chose à travailler. Et là, ça pose la question effectivement des zonages, de la politique de l'habitat. Qu'on s'est fondé sur des indicateurs qui commencent à dater un peu. Donc il y a vraiment la question peut-être de retravailler sur ce zonage, de le remettre un peu à plat. Je pense d'ailleurs que c'est déjà un peu le cas, il y a des réflexions sur le sujet. De voir un peu comment on peut les harmoniser avec les zonages TLV, les zonages ABC, voire 1, 2, 3, qui permettrait, après, c'est une discussion qu'on avait pu avoir, éventuellement d'autoriser plus facilement des modulations locales. Là, on a regardé un petit peu les éléments, notamment sur l'évolution du marché locatif en Bretagne. Dans les secteurs zone LTAV, il y a quand même des évolutions relativement rapides du fait des tensions immobilières qu'on a vues ces dernières années sur ce territoire-là, par exemple. Donc, on a bien ce sujet-là de comment aussi remettre sur le marché locatif du logement de qualité. Il y a les dispositifs fiscaux avec le réinvestissement du parc ancien, qui est quand même souvent porté par des propriétaires voire modestes. On a quelques PO qui sont assez modestes. Donc voir comment on les accompagne, comment on facilite. Il y a des dispositifs fiscaux qui mériteraient peut-être d'être un peu stimulés. C'est ce qu'on parle de Normandie, le faire muter. Voilà. Il sort peut-être un peu de son objet initial, mais on a cet outil-là. Donc comment le faire évoluer et l'élargir. Il y a la question de stimuler la production de logements dits intermédiaires. Et puis globalement, c'est une idée vraiment qui est venue. Des fois, on réfléchit un peu à haute voix. Et en discutant, je me suis posé la question, en travaillant sur l'étude senior, justement, on se disait que ça serait intéressant d'identifier des secteurs un peu prioritaires pour pouvoir, dans les zones tendues de foncier, pour y programmer de la mixité générationnelle, ce genre de choses.
Mais plus globalement, est-ce que dans des zones ultra tendues, où on a un vrai accès au logement, il ne serait pas intéressant d'avoir des zones à TVA réduite telles qu'on a dans la bande des 300 mètres, des QPV, pour pouvoir produire de l'accession, mais dans des zones, après il faut définir, là c'est plus long terme, mais ce n'est pas inintéressant d'avoir ce type de réflexion. Et de se dire, dans des territoires soumis à très haute tension, on a des PLU qui définissent des servitudes de mixité sociale. Pourquoi pas aussi assortir cela, de se dire ça devient des zones prioritaires pour développer du logement, et pourquoi pas avoir des réflexions de type TVA à taux réduit sur des secteurs spécifiques dans des territoires ultra tendus. Pourquoi pas? Je trouve que on le réserve. Il y a un dispositif qui existe sur les côtés, la bande des 300 mètres de QPV. Je pense que vous connaissez plutôt bien en Seine-Saint-Denis ce dispositif. Voilà, pourquoi pas de l'élargir dans des zones ultra tendues et se dire que ça pourrait être. C'est une réflexion que j'avais. Après, voir la faisabilité, la pertinence, mais on a des outils déjà dans l'urbanisme réglementaire qui définit des secteurs prioritaires avec des zones de mixité sociale, justement pour des servitudes de mixité sociale pour produire du logement locatif social. Pourquoi pas sortir ça pour la partie promotion d'une TVA à taux réduit. Voilà. C'est quelque chose qui serait de nature à faciliter les choses. Je vous donne un peu. On a d'autres idées, mais peut-être que je m'arrête de parler. Vous avez certainement des questions. Tout à l'heure, vous avez évoqué succinctement justement l'habitat senior. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a une réflexion à avoir. C'est-à-dire que, moi, je vous donnais mon sentiment. J'ai travaillé en DDTM, donc du coup, près de l'ANA et autres. Et on a toujours parlé du logement en matière de quantité. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément résolu le problème quand je parle du logement à toutes les bourses et tous les âges, ça signifie que c'est un frein aussi, à savoir beaucoup de seniors peuvent se retrouver dans un logement qui est plus adapté à leurs besoins, mais par contre, vu qu'ils n'en trouvent pas d'autres qui veulent être, préfèrent y rester, quitte à augmenter la dépendance, soit pour aller faire ses courses, soit pour obtenir les soins à domicile. Est-ce qu'il n'y a pas une réflexion que vous avez pu mener justement pour parfois débloquer des situations de logement? Ouais. Moi, je serais intéressé d'entendre cela. Donc mener une enquête, donc l'avantage d'avoir un réseau, c'est qu'on est au contact du public. Et donc l'année dernière, nous avons mené une enquête auprès des seniors, 3700 seniors qu'on a interrogés France entière, sur leur désir d'habiter, leur parcours résidentiel et les difficultés. Et quand on commence à parler de leur désir d'habiter, majoritairement, ils veulent rester chez eux. Mais ce chez eux peut être un autre, en fait, chez soi. Et c'est vrai que la question, quand on commence à leur dire justement, si vous deviez changer de logement, et ben là, ils commencent à énoncer des choses qui sont un logement proche des services. Éventuellement, on leur avait posé la question, est-ce que ce logement pourrait être envisagé pour être à l'allocation 1 sur 4 répondait oui, ou ça dépend du budget. On voyait très bien aussi que la question du maintien à domicile est une question parfois financière. C'est-à-dire qu'on a aussi des risques de mal logement parce qu'ils ne trouvaient pas. Donc il y a vraiment la question du développement de la programmation un peu intensive, de la question du logement senior intermédiaire. Derrière le logement inclusif, il y a plein de choses. Les bailleurs sociaux sont pour le coup assez en pointe sur ces sujets-là. Donc la question, c'est comment on soutient ça? Parce que quand vous parlez justement des mobilités résidentielles, je pense que c'est ça que vous avez en tête, c'est qu'on a une démographie qui va évoluer de manière assez certaine, de manière assez rapide. Donc on va vieillir ensemble, de manière, comme disait un certain Luc Broussy, mais de manière extrêmement rapide. Donc dès lors que vous commencez à prendre, ça va redistribuer les besoins en logement et les besoins en logement de manière assez claire. Donc vers d'autres types de logements. Et donc, si vous commencez à organiser la mobilité résidentielle, c'est ce que les bailleurs font déjà, eh bien, ça permettra peut-être de remettre sur le marché d'autres logements pour des ménages familiaux, peut-être plus en adéquation avec les besoins des ménages familiaux. Donc là, il y a quelque chose, quand on travaille sur la mobilité résidentielle, de travailler plutôt sur, finalement, on prend la réalité démographique, la réalité des besoins en logement qui seront dans les prochaines années, qui sont à la fois très qualitatifs, mais aussi quantitatifs. Et c'est-à-dire le flux de logement que l'on va construire maintenant, est-ce qu'il ne serait pas plus malin de le dire, qui va accompagner le vieillissement de la population, à la fois en termes de forme, mais aussi en termes de capacité d'évolutivité, de modularité. Donc là, je pense qu'il y a quelque chose vraiment à travailler de manière plus prospective, surtout quand on discute avec les seniors sur leur désir d'habiter.
Il parle de qualité d'usage, de proximité, des services. Donc, c'est des réflexions qu'il faut aussi mailler dans les politiques locales de l'habitat, parce que quand vous commencez à regarder les seniors dans les PLH, c'est la petite fiche « J'adapte le logement » avec une approche biomédicale. Derrière, il y a des parcours résidentiels aussi qui existent. Et de toute manière, ça sera un parcours d'une grande partie de la population dans les années qui viennent. Donc, ça veut dire, derrière, avoir peut-être des programmations habitat, des PLH qui travaillent sur le foncier, où on réserve aussi des fonciers, peut-être ce qu'on va appeler géroton capable, c'est-à-dire bien localisés, des servitudes de mixité sociale, mais qui peut être des mixités intergénérationnelles, et dans lequel on peut aussi accompagner le développement d'une offre de logement alternatif et se dire, est-ce que finalement, il n'y a pas un coup de collier à mettre dans la production neuve, dans le flux à venir, pour aussi un peu accompagner la mobilité dans le stock qui va être largement occupé par des ménages seniors, même si, il ne faut pas se cacher, l'adaptation du logement répondra quand même majoritairement aux besoins. Mais là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est enclenché dans la manière d'approcher, et avec derrière aussi une question d'accessibilité financière, puisque les revenus des seniors n'augmentent pas, voire diminuent. Et la situation, pas de signe que ça s'inversera prochainement. Donc ça, c'est une question aussi très prospective, mais ça peut se traduire de manière extrêmement opérationnelle sur déjà la manière d'avoir des objectifs nationaux, un plan national qui définit des objectifs de programmation de logement intermédiaire, de logement senior, qui doit être aussi décliné localement dans les documents cadres. Et après, pour le coup, ça, c'est la charge aux collectivités d'avoir des vrais diagnostics sur finalement qu'est-ce qu'est la démographie pour avoir des documents de planification qui soient aussi adaptés à la réalité territoriale, parce qu'on a cette chance quand même là d'avoir engagé la territorialisation des politiques de l'habitat. Mais ça pose la question quand même d'avoir un cadre. Et j'en parle d'autant plus librement que ce qu'on a vu dans l'étude senior que l'on a menée, on voyait bien quand même que cette question-là, elle était très, très dépendante des volontés locales. Donc il y a beaucoup d'initiatives, mais ça dépend quand même de la sensibilité des élus locaux sur cette question-là. Et si derrière, vous avez un cadre qui donne quelque part des grandes orientations en termes de programmation, ça peut être aussi un levier pour ensuite localement se réapproprier ces enjeux-là et avoir des documents de programmation peut-être un tout petit peu plus offensifs sur ces sujets-là. Et après, derrière, décliner les outils de l'urbanisme réglementaire qui existent. Et il y a un sujet aussi, globalement aussi, qu'il faut se dire, c'est que la boîte à outils, il y a un moment, elle est complète. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. C'est plutôt la question de savoir l'utiliser, de la mobiliser. Souvent, je parle notamment sur le foncier. Par exemple, on parlait de la question. Il y a un autre troisième chantier, puisque tant que j'y suis, après j'arrête de parler. Il y a un troisième chantier, c'est qu'il y a la question du coût du logement, globalement. Le coût de la réhab et le coût de la production. On voit les coûts qui font ça. Et derrière, en plus, on a quand même des réflexions sur, finalement, la qualité d'usage, la manière dont on peut faire évoluer les normes bâties, pour justement accompagner cette évolutivité de la société française. Est-ce que derrière, il n'y a pas des réflexions un peu plus nationales à mener sur finalement les économies d'échelle que l'on peut avoir sur des bâtiments biosourcés et avoir travaillé vraiment avec la profession de manière un peu coordonnée interministérielle sur la manière les leviers pour faire baisser le coût de revient du logement. Ça, pour le coup, il y a peut-être des politiques nationales à mettre en place qui viendra aussi faire le pendant sur les actions qui sont mises sur le coup sur la maîtrise du foncier, quand on sait que ça joue. Sur le foncier, il y a quand même beaucoup de choses qui existent déjà. C'est plus une question de mobilisation des outils, me semble-t-il. Je vous vois tiquer. Oui, un peu. Mais oui, il existe beaucoup de choses. Après, c'est aussi une question de volonté politique. Moi, je prends toujours l'exemple. Je suis désolé, je suis francilien, donc je parle de ce que je connais le mieux, mais je suis toujours effaré de constater qu'on va construire des dizaines de gares du grand métro parisien, qui est un investissement public massif, et qu'autour de ces gares, il n'y a aucune politique foncière pour essayer d'avoir du logement diversifié et mixte. Et qu'en fait, on est en train de fabriquer une rente avec de l'argent public, sans maîtrise foncière réelle autour de ces abords. Donc les outils ils existent, mais ils ne sont pas mis en œuvre. Est-ce que le sujet n'est pas là ? Parce que créer la boîte à outils, c'est une chose, mais le problème, c'est qu'on crée beaucoup d'outils. Enfin, on crée quand même pas mal d'outils. Est-ce que c'est pas, pour le coup, national, donner des orientations sur la mobilisation de ces outils. Il y a quelque chose quand même parce qu'on parle toujours de boîte à outils et on crée des choses par exemple, le succès des OFS, c'est quand même assez intéressant. Donc, ça répond à un besoin, mais c'est très inégalement mobilisé sur le territoire. Effectivement, c'est dépendant de politiques locales, mais après, il y a cette dialectique entre, il y a les politiques locales, les élus qui mènent leur territoire, et après les enjeux plus macro. Et ça, pour le coup, est-ce que c'est recréer des outils ou est-ce que c'est pas plutôt
aider à mieux mobiliser ce que l'on a en fonction. Et là, c'est peut-être des attentes sur ce qu'on attend des PLH, et d'être un peu plus regardant sur ce qu'ils écrivent localement dans le contrôle. Enfin, je voulais vous dire ça, c'est là parce que c'est vrai qu'on a une complexification quand même quand on fait un peu. On est sur une matière qui est extrêmement technique, l'habitat, parce qu'il y a énormément d'outils, elle se marie avec les politiques de programmation urbaine, et c'est peut-être aussi un sujet qui interroge parfois leur efficacité, etc., parce que c'est d'abord très complexe. Mais peut-être que si on continue à recréer des outils, la question c'est est-ce que finalement on ne va pas remettre quelque chose dans la boîte à outils alors qu'il y a des choses qui existent déjà et qui peuvent prouver leur efficacité quand elles sont mobilisées. Enfin, je ne citerai pas quelques collectivités qui sont quand même assez proactives et on voit que ça marche. Merci pour vos interventions qui sont toujours très, très pertinentes et très complètes. Et je partage l'essentiel. C'est vrai que moi, j'ai le sentiment aujourd'hui, comme vous le dites, il y a beaucoup de boîtes à outils, on en rajoute, il y a beaucoup de choses à disposition, en particulier des élus locaux, et citer les PLH, demain peut-être les AOH. On avait mis aussi dans Climat et Résilience les observatoires du foncier et de l'habitat qui doivent voir le jour. Bon, tout ceci sort, mais n'est peut-être pas forcément, en tout cas très très bien coordonné avec les acteurs locaux, je veux dire au sens large. Il y a des territoires qui s'emparent en effet de cette planification territoriale de façon un peu plus précise et je dirais avec beaucoup plus de volontarisme que d'autres. Et c'est vrai que ça interroge globalement sur les enjeux de décentralisation, qui sont un enjeu aujourd'hui qui va dans le débat. Hein. Donc on aura ce débat à l'Assemblée nationale, parce qu'on voudrait effectivement aller au plus proche des territoires. Et d'un autre côté, on le voit bien même aussi au niveau du ZAN, il y a des territoires qui sont capables, parce qu'ils sont déjà dans des démarches de planification territoriale, ils connaissent leur territoire, ils savent où ils veulent aller, et puis il y en a d'autres qui sont beaucoup plus en retard. Il n'y a pas la même dynamique et la même volonté, en tout cas, sur tout le territoire. Et le sujet essentiel là, qui concerne le logement, c'est le parcours résidentiel. C'est en effet, il y en a qui ont déjà cette approche très précise, qui part de l'hébergement d'urgence jusqu'au logement libre, que ce soit intergénérationnel ou pas, les étudiants, les seniors, etc., qui mobilisent facilement tous les outils pour pouvoir faire en sorte que leur territoire se développe avec des objectifs, en tout cas, qu'ils arrivent à réaliser. Donc, moi, je voudrais avoir peut-être un petit peu votre sentiment là-dessus. Jusqu'où on doit décentraliser? Est-ce que le fait de renforcer peut-être des outils, est-ce que vous pensez que ça peut être une force justement pour lutter contre le logement indigne? Parce que c'est un petit peu aussi l'objet de cette émission. Ou est-ce que dans le contexte que l'on connaît aujourd'hui avec des taux d'inflation élevés, donc des taux aussi d'emprunt élevés, avec les coûts de matière, de construction, de rénovation qui sont très élevés. Est-ce que ce n'est pas le risque aussi de voir, non pas accentuer les enjeux de territoire, mais accentuer les enjeux entre ceux qui pourront et ceux qui ne pourront pas, puisqu'aujourd'hui on voit bien que la difficulté, c'est qu'il y a des gens qui peuvent accéder au logement, qui peuvent rénover, et d'autres qui ne peuvent pas du tout. Est-ce que la question, en fait, c'est pas celle-là, c'est comment on arrive à tous se mobiliser pour que tout le monde puisse, que ce soit propriétaire, de locataire, etc. Comment on arrive à faire en sorte que l'hébergement d'urgence, on puisse sortir les gens pour aller sur des logements plus pérennes, etc. Comment on fait pour rénover? Alors c'est vrai que c'est des vrais sujets. On voit qu'il y a des gens qui vont sauter sur les enjeux de Normandie, etc. Alors je ne suis pas un spécialiste de Normandie, mais j'imagine que ça va intéresser beaucoup plus les gens, les propriétaires qui ont déjà peut-être des enjeux de défiscalisation à gérer. Mais ce n'est pas le cas forcément de tous les propriétaires aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, le contexte du logement, enfin la situation, avec ce que j'ai cité un peu avant, au final, va pas, malgré la volonté politique qu'on a tous, les moyens qui sont mis, va pas accélérer la différence entre les logements dignes et indignes. Voilà. Je ne sais pas si... c'est une question forte, mais est-ce que vraiment, il ne faudrait pas sortir du paradigme? Est-ce qu'on est vraiment sur... est-ce qu'on se pose des bonnes questions, quoi? Est-ce que vous voyez dans vos territoires, et puis avec au niveau des ADIL, quoi, de tout ce qui remonte? Donc là, on va dire qu'il y a une multitude de questions. Alors, on répondra peut-être à 3 voix sur le sujet. C'est vrai que
on effleurait un petit peu la question en se disant que on a des outils qui sont à disposition. Alors pourquoi certains s'en emparent plus que d'autres? Il y a effectivement un enjeu de moyens. Alors peut-être que ce que nous on imaginait, est-ce qu'il ne faut pas effectivement une impulsion nationale qui effectivement donne envie au local de se lancer, parce que certains se lancent pour initier les choses. Alors je vais prendre un sujet qui est la lutte contre l'habitat indigne. C'est un sujet sur lequel on est beaucoup mobilisé et de plus en plus. Un exemple très précis, il y a un outil qui s'appelle Histologe, qui est une plateforme qui permet de signaler l'habitat dégradé localement. Donc certaines collectivités sont emparées du sujet, mettent en place le dispositif qui permet à tout à chacun, sur son téléphone, son ordinateur, à quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit, de dire, bah voilà, j'ai des punaises de lit, ou j'ai des problèmes de moisissure sur le mur, ou le garde-corps de ma fenêtre va s'écrouler. Enfin bon, voilà, ça permet de faciliter les choses. Le réseau, on va dire maintenant il y a 2 ans, quand l'outil a commencé à émerger, à éclore, le réseau s'est mobilisé pour accompagner le déploiement et le porter à connaissance auprès des collectivités territoriales notamment et de l'ensemble des acteurs, puisque toutes les ADIL sont en PDLHI en local, pour accompagner et porter à connaissance de tous justement cet outil qui permet par contre d'ouvrir une boîte, c'est-à-dire qu'on va avoir plus de signalements, mais l'enjeu c'était est-ce qu'on a les acteurs derrière pour justement traiter tout ce qu'on signale. Donc aujourd'hui, on a fait tout ce travail d'information, de travail en lien avec Histologe, ça s'est plutôt bien passé. Sur certains territoires, on avait même effectivement imaginé, donc l'ADIL est un des acteurs qui répond justement à ces signalements, notamment sur la non-décence, où là, nous, on sait faire, on sait accompagner à la qualification, on sait informer le bailleur, on sait écrire au bailleur pour lui dire qu'il y a des obligations, la conservation de l'aide au logement, etc., etc. Et on se rend compte, après effectivement cette période de mise en place, que localement, les financements ne sont pas forcément à la hauteur du besoin. Et on a certaines ADIL qui sont mises en difficulté parce qu'elles sont un des interlocuteurs qui doivent être en réponse justement de ces signalements. Sauf que les financements locaux ne permettent pas aux ADIL de pouvoir avoir suffisamment de moyens pour répondre à ces questions. Et que ça, quelquefois, on a certaines ADIL qui même sortent justement du projet parce qu'elles sont en difficulté. Donc voilà, je veux dire, il y a des initiatives qui sont très favorables, il y a des outils qui se mettent en place, sauf que finalement, sur le territoire, ça aboutit pas parce que le financement n'est pas là, alors qu'on a tout le monde. On a ce qu'il faut. On a l'interlocuteur qui est formé, on a l'ADIL qui sait comment on répond, on a la plateforme qui va signaler, donc on va avoir beaucoup plus de signalements. Mais sur certains territoires, du coup, ça tombe un peu à l'eau parce que justement, l'ADIL, elle dit, moi, je ne suis pas en capacité de répondre. Enfin, on est sur toutes les politiques publiques du logement, c'est-à-dire qu'on répond tant sur la prévention des expulsions que sur les règles de rénovation du logement, ma prime rénov, les C2E, comment contractualiser avec un professionnel pour faire les travaux, le propriétaire, est-ce qu'il peut augmenter son loyer, l'encadrement après travaux, etc., etc. Donc c'est vrai qu'on est la copro, enfin j'en passe, les servitudes de vue, l'accession à la propriété, enfin voilà. Le logement, c'est aussi du droit de la famille, c'est plein de sujets. Donc c'est vrai qu'on va dire que l'ADIL, c'est le couteau suisse du logement. On sait effectivement la trouver quand on met en place de nouveaux dispositifs, sauf que les moyens ne sont pas forcément à la hauteur. Et du coup, on est, nous, souvent confrontés finalement à une impossibilité de répondre à la demande. Quand on a, par exemple, des campagnes de communication qui avaient été lancées au moment du confinement sur l'aide d'Action Logement et ça renvoyait sur notre ligne SOS impayé, quand on était en phase de pic, on répondait à un appel sur 10. Donc, ce qui est important, sur ce point-là particulier, puis je laisserai Odile et Louis compléter, ce qui est important, c'est effectivement anticiper. C'est-à-dire que mettre en place un outil, on doit anticiper les moyens qu'on doit mettre en face. Et il ne faut pas créer effectivement de la frustration chez le ménage ou la collectivité qui finalement se dit c'est génial, on va pouvoir effectivement développer les signalements, on va pouvoir traiter cette non-décence avant d'aboutir dans l'habitat très dégradé. C'est-à-dire que finalement les logements décents d'aujourd'hui, c'est les logements qui seront dangereux dangereux et pour la santé et pour la vie dans 10, 15, 20 ans. Donc si on les traite très en amont, finalement on va résoudre une partie du problème qu'on aura dans 20 ans.
Mais aujourd'hui, on ne se donne pas les moyens justement de financer et d'avoir les acteurs en local pour le traitement de cet habitat dégradé. Donc ça, c'est un des exemples. Sur certains territoires, ça fonctionne, mais je veux dire, pas partout. Donc ça, c'est un des exemples où, pour moi, on est arrivé finalement à la limite. Mais ça, c'est un enjeu, effectivement, de financement de nos structures. Je te laisse... Aussi, quelque chose à avoir en tête, c'est qu'on est sur des cycles longs quand on travaille sur l'habitat. Et la question de la pérennité des moyens sur des politiques, le temps qu'elles produisent leurs effets. Ça, c'est quelque chose aussi important, je pense, la capacité, la stabilité des dispositifs que l'on met en place. Parce que malgré tout, un marché, il a une forme d'inertie. Et donc, voilà, c'est aussi une petite vigilance dans les moyens, c'est-à-dire d'allouer les moyens. Et ça, c'est évident. Après, les questions de financement et de priorité de financement, ça, vous savez ce que c'est. Mais après, il y a vraiment la question, j'allais dire, de la pérennité des dispositifs, c'est-à-dire laisser aussi le temps aux dispositifs de se déployer pour que dans chacun des territoires, avec leur temporalité, puissent aussi s'inscrire dedans. Ça, c'est une petite vigilance. Vous parliez des taux, je réagis un peu aussi là-dessus. On est effectivement maintenant à 4% de taux. Alors, quand on fait les petites... on est autour de 4%, enfin un peu plus de 4% maintenant sur un emprunt à 20 ans. Alors effectivement, c'est x4 par rapport au temps béni où on pouvait emprunter à 1%. Et on fait les simulations, on voit bien la désolvabilisation d'une partie des ménages. Il faut voir aussi que la hausse des prix, la baisse des taux, moi j'ai fait les courbes, ont accompagné l'augmentation des prix de manière extrêmement rapide. Donc il y a certainement un effet d'ajustement qui va se faire pour le coup, parce qu'il y a un moment, il faut que les acquéreurs, les vendeurs vendent. Ça pose comme la question aussi du PTZ dans l'ancien, dans les secteurs tendus. Il y a peut-être une petite urgence, pour le coup, parce qu'il y a peut-être un accompagnement quand même des primo-accidents, eux qui sortent complètement du marché, parce que si vous n'avez pas d'apport actuellement, si vous n'avez pas d'épargne, pour combler, vous ne passez pas, et même quand vous avez de l'épargne, c'est chaud. Donc il y a certainement quelque chose là, peut-être à court terme, sur le fait qu'il y a peut-être quelque chose autour du PTZ dans l'ancien, dans les zones tendues, où finalement, quelque part, vous avez une partie des acquéreurs qui sont sortis de fait de cette hausse des taux. Après, 4%, il n'y a rien 4-5%, c'est ce qu'on empruntait. Moi, j'ai emprunté déjà, voire plus dans ma première accession. Voilà, c'est pour vous dire aussi on a ces taux relativement bas qui ont accompagné une augmentation du marché extrêmement rapide. Je vous interromps juste. Pourquoi PTZ Parce qu'il va y avoir un débat dans la loi de finances, c'est comment ça fait. Il va y avoir un débat autour de la question du PTZ. Mais pourquoi uniquement PTZ dans l'ancien en tout cas, dans ce que je veux dire, c'est que pour le moment, le PTZ est actuellement dans les zones détendues. L'idée, c'est est-ce que c'est pas intéressant? Mais il n'est pas que dans l'ancien. Dans les zones détendues, il est dans l'ancien, il est dans les zones détendues. Dans l'ancien, il est en 2SC, donc il est en zone détendue. En zone détendue. L'idée, c'était d'étendre le PTZ dans l'ancien. Alors, on ne parle pas du neuf, mais réouvrir le PTZ dans l'ancien, y compris sur les territoires tendus, sur un enjeu d'achat-rénovation, puisque nous, on identifie que les congés bailleurs, ça crée du parc acheté par des primo-accédants, un petit peu moins cher parce que les logements ne sont pas très qualitatifs. Mais ça veut dire qu'il faut aussi qu'en face de ce parc, on va dire, donc plutôt passoire énergétique, on puisse avoir aussi des moyens financiers pour que les primo-accédants puissent se lancer dans l'accession à la propriété, mais c'est surtout de faire de l'accession-rénovation, de l'achat-rénovation. Parce qu'il ne faut pas que ces primo-accédants, c'est un lapsus révélateur, n'aillent pas vers un accident d'accession parce que facture d'énergie hyper élevée et puis faire des travaux finalement à minima et se rendre compte qu'au bout de 3-4 ans, entre la mensualité, les frais, l'inconfort, etc., on se trouve finalement dans un projet qui n'est pas si idyllique que ça. Donc c'est vrai que c'est en ça où nous on identifiait une piste qui était de réétendre le PTZ dans l'ancien, y compris sur les territoires où il est aujourd'hui. Que ça fait bien ce que je vous disais, parce que les primo-accédants qui sont désolvabilisés iront peut-être sur des logements moins chers, mais ils seront déjà ras les pâquerettes pour pouvoir acheter et n'auront pas les budgets non plus pour faire les travaux. Donc, voilà, donc il y a cet enjeu-là aussi notamment, c'est un peu un effet collatéral, il me semble, comme de la hausse des taux récente. Mais il y avait ces deux sujets que je voulais réagir, comme vous parliez de la hausse des taux. Après, il faut juste relativiser qu'on a eu une période historiquement basse et que là, on revient sur des taux qu'on connaissait 4%. Et
et que derrière, il y a quand même eu un effet du marché qui est venu accompagner extrêmement fortement Donc là, il va y avoir un ajustement qui est annoncé et qui commence déjà à se lire dans les niveaux des transactions. Mais par contre, ça reste soutenu par les seconds. Le marché actuellement, c'est les seconds accédants, enfin les personnes qui ont de l'apport qui peuvent accéder. Si vous êtes primo-accédant, là, c'est vraiment très très compliqué. Sans apport, c'est un minimum d'apport. D'où le lien avec le PTZ, avec ce que ça emportait derrière. En termes de... J'avais ou plutôt deux questions. Tout à l'heure, vous avez évoqué des coopérations qui fonctionnaient avec certaines collectivités, notamment sur le domaine de la copropriété. J'aurais aimé que vous puissiez, sans citer peut-être la collectivité, mais donner un exemple de coopérations qui ont porté ses fruits. Et l'autre chose, vous le dites bien, c'est que le logement, c'est sur le cycle long. Et que l'idée, c'est pas de pouvoir rajouter des outils à de nombreux outils qui peuvent exister. Quels sont, selon vous, les outils qui n'ont rien apporté et ceux qu'il faudrait conserver et renforcer? Alors, je vais démarrer par un exemple. Donc, c'est dans l'Orne, où je crois que c'est Flair Aglo qui accompagne la DIL, qui finance effectivement un poste. Qui va à la rencontre des copropriétés donc inorganisées, où il y a toute cette phase d'approche. C'est long, hein. Ça prend plusieurs années. On en parlait lundi, puisqu'on était dans la Manche où il n'y a pas encore d'ADIL, et on présentait à deux voix. Alors moi, je présentais le réseau au niveau national, et puis elle présentait son ADIL et ses actions en disant comment on peut faire du sur-mesure sur le territoire. C'est-à-dire que les ADIL, elles ont une mission socle, qui est la formation neutre, gratuite et personnalisée sur toutes les questions logement. C'est-à-dire que vous arrivez dans une ADIL, vous pouvez téléphoner, prendre rendez-vous. Il y a 1200 lieux de permanence, donc on essaye d'être au plus près des ménages. On est dans les maisons France Service, les centres sociaux, les collectivités qui nous accueillent, pour vraiment répondre à ces questions-là. Et donc cette mission socle, qui pour nous, elle est essentielle, c'est-à-dire que on va répondre justement à l'ensemble des questions. Cette neutralité, cette expertise, elle est essentielle parce que voilà, il n'y a pas de côté partisan. C'est-à-dire que nous, on est là pour expliquer le droit. On peut avoir un avis sur une réglementation, hein, mais on n'est pas là pour le donner aux ménages. On est là pour leur expliquer quel est l'enjeu, quel est le droit, quelle est la règle applicable, qu'est-ce qu'il doit faire, les démarches, si besoin, l'orienter vers un autre acteur, pour que les choses se passent bien. Donc, notre mission, elle est faciliter le parcours logement, parce qu'on parlait tout à l'heure du parcours logement. Nous, notre objectif, c'est justement faciliter le parcours logement, c'est-à-dire que quand un accédant il vient nous voir, on va faire un plan de financement, on va lui expliquer ce que c'est qu'une offre de prêt, les délais, ce que c'est qu'une promesse de vente, comment ça va se passer, si effectivement il y a un prêt à taux zéro, c'est quoi le différé, etc., etc. Donc c'est vrai que quand il arrive dans un établissement financier, le ménage, déjà, il est un petit peu armé parce qu'il sait ce que c'est qu'un prêt à taux zéro, donc s'il est éligible. Si une aide d'une collectivité locale, nous, on en fait le recensement, les aides à l'accession, les aides aux travaux. Donc, on aura intégré ça dans le plan de financement. S'il est salarié, une aide d'action logement. S'il est retraité, peut-être une aide d'une caisse de retraite. Donc, nous, notre objectif, donc, en facilitant ce parcours logement, c'est vraiment que la personne, elle fasse un choix éclairé. Et éviter aussi la perte de temps, les démarches inutiles. Je vais prendre un autre exemple qui est la prévention des expulsions. Sur ce sujet-là, il est évident que la mobilisation des acteurs très en amont du sujet, c'est la clé du problème. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, dès que l'impayé apparaît, il est important effectivement de le prendre en charge. C'est-à-dire mobiliser d'éventuelles aides. La solvabilisation, il y a encore du non-recours de manière assez importante. Il y a des dispositifs sur les territoires qui se mettent en place sur les territoires zéro non-recours. Donc, il y a tout ça à mobiliser. Après, au titre des ressources, après, au titre des aides type aide au logement, etc. Et puis après, il y a l'enjeu, effectivement, de vérifier la compatibilité du logement avec le ménage. Alors, concernant la taille, concernant le niveau de loyer, alors ça peut être des accédants, mais effectivement, on renseigne l'ensemble des publics. Donc, c'est vrai que... et après, c'est accompagner sur la mobilisation des aides, faire le lien avec un travailleur social. On a des ADIL qui ont aussi des travailleurs sociaux dans leurs équipes. Simplement, vous rappelez que le réseau, c'est 900 personnes, une troupe
je dirais, majoritaire de conseillers juristes qui sont formés tout au long de leur vie professionnelle par la tête de réseau que l'on est, avec un suivi de la réglementation. Donc Louis pilote le pôle juridique et il diffuse, donc bien sûr, vous avez accès sur notre site à l'ensemble des analyses juridiques qui permettent de décrypter tous les textes qui sont publiés. Et puis, il y a des dossiers qui sont internes sur un extranet où, là, on va mettre à jour l'ensemble de ces documents-là. Et puis, on fait des formations régulièrement. Donc là, sur le sujet de la prévention des expulsions, donc l'enjeu, c'est s'approprier donc les nouveaux textes et les nouveaux délais qui ont été introduits par la dernière loi relative à la lutte contre le squat. Donc, c'est vrai que voilà, la mission du réseau, pour introduire effectivement ce que je voulais dire, c'est vraiment faciliter le parcours logement et on aimerait travailler justement là-dessus, à arriver à démontrer combien en fait la prévention des expulsions, c'est-à-dire qu'un euro investi dans la prévention, combien d'euros ça permet d'économiser en huissier, en greffier, en juge, en force de police, en services sociaux, en relogement, en problèmes de santé, en problèmes de suivi psychologique des enfants, etc., etc. Donc ça, c'est un projet qu'on a depuis très longtemps et qu'on travaille avec la DIAL. On a été missionné sur les équipes mobiles, donc ce binôme juriste-travailleur social qui va à la rencontre des ménages qui sont en dehors des radars des travailleurs sociaux, qui ne sont pas du tout accompagnés, qui ne savent pas du tout ce qu'il faut faire. Et donc là, il y a un vrai travail. Et là, on est vraiment, je dirais, on y croit sur ce type de dispositif. Et puis, il y a un autre sujet. Là, on est dans une phase de bilan qui sont les chargés de mission, alors à l'époque, ça s'appelait sortie de crise, donc les chargés de mission prévention des expulsions, qui sont des acteurs qui sont portés majoritairement par les ADIL et les départements, qui sont là pour cartographier les acteurs de la prévention des expulsions et arriver à créer les outils, identifier qui fait quoi, qu'est-ce qui bloque, pourquoi un dossier effectivement n'a émergé qu'à ce moment-là, etc. Et donc c'est vrai que sur ce sujet, je pense que, et sur plein d'autres sujets, je pense que l'interconnaissance des acteurs sur la prévention des expulsions, on l'a démontré, et elle est hyper importante. C'est-à-dire que c'est important, on a plein de métiers qui vont travailler sur le même sujet. C'est-à-dire que le travailleur social et le juriste, la collectivité, le bailleur, ils n'ont pas forcément le même langage. Et c'est vrai qu'apprendre à travailler ensemble, partager les informations, c'est une des clés de la réussite et de l'efficience de cette politique publique. Et c'est vrai que ce chargé de mission prévention des expulsions, qui va se pérenniser effectivement sur les territoires et s'étendre, pour moi, c'est un des exemples qui illustre l'intérêt finalement de la coordination locale. Et quand on parlait de décentralisation, c'est une des solutions, c'est une des pistes, et on l'a identifié aussi sur l'accompagnement des bailleurs dans le cadre de leurs projets de rénovation et de mise en conformité. Nous, on identifie que quelquefois, pour constater la même chose, il y a plusieurs organismes qui financent, entre l'ACAF, entre effectivement l'habitat dégradé, les plans départementaux. Voilà, il y a quelquefois plusieurs acteurs qui viennent constater la même chose. Donc je pense qu'il y a un véritable enjeu de coordination. Et c'est vrai que nous, on se propose, on est un petit peu au carrefour de toutes ces politiques publiques, et puis les ADIL ont en leur sein l'ensemble de ces acteurs en tant que membres, et ont l'habitude de travailler avec eux. Donc c'est vrai que sur le sujet de la prévention des expulsions, on a pu démontrer l'avancée justement de cet enjeu de coordination, et on aimerait le déployer sur d'autres sujets, notamment sur l'accompagnement des bailleurs aux travaux. Et du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire, parce que je me suis perdue dans... Je pense que ce que tu valorises, c'est aussi une des questions qu'on peut se poser. C'est est-ce qu'un des leviers, c'est pas aussi de mieux accompagner l'ingénierie ? C'est ça, c'est ce que tu es en train de... Quand on parlait sur la coordination, la mobilisation, la campagne des collectivités, est-ce qu'un des leviers en termes de financement, c'est est-ce que l'ingénierie est quand même pas quelque chose qui est quelque chose peut-être à mieux financer et peut-être la sécuriser davantage ? Ça, c'est un premier élément. Parce que pour le coup, dans les choses qui sont plutôt de manière très aléatoire et très, très différenciante d'un territoire à l'autre, c'est quand même cette question de capacité de financer, de mobiliser de l'ingénierie. Et on voit quand même que ça a quelques impacts. On a fait le bilan du déploiement du dispositif chargé de mission PEX, qui était censé être temporaire. Il a montré sa plus-value. Il va être pérennisé, mais derrière, c'est des enjeux de financement et de sanctuarisation des financements sur cette ingénierie qualifiée. Ça, c'est un premier élément, mais il y a plein d'autres. Je pense sur la LHI, c'est pareil. Voilà, sur plein d'autres sujets. La rénovation énergétique, on va y arriver. On parlait d'accompagner les petits propriétaires bailleurs. C'est souvent une question de ça.
dans la mobilisation des dispositifs, très en lien avec les stratégies et les priorités aussi que les collectivités peuvent se fixer. Vous interrogez aussi sur un dispositif qui sera intéressant. Bon, il y en a un qui existe depuis très longtemps, c'est le PTZ, il a fait ses preuves. Voilà. Qu'est-ce qui m'a... Avant, il s'appelait le PAP, mais depuis 95, PTZ, il existe. Voilà. Et là, c'est quelques... Je ne vous parle pas dans les années 60 ce qu'on avait créé. Donc je ne suis pas à convaincre. Yannack, juste revenir sur un sujet, la prévention des expulsions. Je pense que c'est un enjeu majeur, effectivement, qui mérite certainement, si le président, le rapporteur l'accepte, qu'on regarde peut-être comment les ADIL peuvent être renforcés dans cette mission, et si vous avez éventuellement un chiffrage, un modèle d'organisation et un chiffrage, je pense que ça peut être intéressant qu'on regarde de façon un petit peu plus précise, surtout dans le cadre éventuellement du PLF à venir, parce qu'on voit bien que c'est pas neutre et que c'est souvent quand même très compliqué. Et plus on peut prévenir, qu'on en avait déjà parlé, je sais qu'à chaque fois que les ADIL, en tout cas, qui sont dans la prévention, ont des résultats excellents sur certains territoires, donc ça peut être intéressant de regarder ça et d'avoir peut-être plus d'éléments là-dessus. Et la deuxième question, on avait aussi un peu parlé, c'est un peu cette carte d'identité du logement. Peut-être nous en parler, parce que je pense que c'est important aussi, qu'on pourrait avoir... à travers ce sujet-là, peut-être à terme, à moyen et long terme, je dirais aussi des informations sur la qualité, tout type de logement, etc. Et ça permettrait peut-être aussi d'être un indicateur important. Donc je sais que vous avez aussi là-dessus un œil assez attentif et peut-être des choses à nous dire. Alors, je vais peut-être finir de répondre à votre question, en fait, j'ai retrouvé ma réponse. Donc, vous étiez intéressé par quelles collectivités accompagnent sur le... Donc, effectivement, c'est dans l'Orne. Et simplement, pour résumer un petit peu l'action, donc, il y a cette approche de ces copropriétés inorganisées avec des premières réunions. Alors, la collectivité explique l'offre de services, on va dire, avec des réunions publiques. Et après, la DIL aussi, elle capte les copropriétés parce qu'il y a des gens qui viennent les voir. Tiens, est-ce que j'ai droit à des aides pour rénover, donc là on capte ces copropriétaires. C'est vrai que le fait de recevoir des personnes qui viennent dans nos locaux, qui nous appellent, nous on est en capacité d'initier des choses, c'est-à-dire des diagnostics flash, par exemple sur des bailleurs, leur poser la question, vous savez quelle est l'étiquette énergétique de votre logement, et puis identifier justement ces logements, puis capter le bailleur en lui disant attendez, il y a peut-être des choses à faire, on peut vous accompagner, mais du coup il faut effectivement avoir les moyens qui sont en face. On a une partie des ADIL qui sont Espace Conseil France Rénov. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a une concertation sur l'organisation du service public de la rénovation de l'habitat. On y a largement contribué. Nous, ce qu'on identifie, c'est tout l'intérêt d'un financement direct de l'ANA aux ADIL pour assurer justement toutes ces réponses sur les côtés, sur le sujet fiscalité, financement, contrat, rapport locatif. Parce qu'on imagine qu'un bailleur qui va faire des travaux, d'accord, c'est compliqué de faire des travaux, mais imaginons, on y arrive, on fait un plan de financement, ça passe, le propriétaire il est d'accord, etc. Après, il faut faire des travaux en milieu occupé. Il faut prévenir son locataire, etc. Donc là, on n'est pas à l'abri de liens, on va dire, conflictuels. Et là, je passerai la parole à Louis sur les enjeux de médiation locataire-bailleur, où on imagine que ça serait une piste assez intéressante de pouvoir positionner les ADIL avec une structuration ad hoc, c'est-à-dire que on aurait un... Alors, on le fait déjà à titre expérimental, dans le 93 d'ailleurs. L'ADIL joue le rôle de médiation entre locataires et bailleurs sur des sujets d'impayés et sur des sujets d'habitat dégradé. Et je pense que pour alléger les travaux des tribunaux, je pense que la médiation, et on va dans le sens de l'histoire, c'est-à-dire que la réglementation aujourd'hui, les différentes lois qui sont succédées incitent à médier, à trouver des solutions avant de passer devant un juge. Nous, ce qu'on propose, c'est effectivement, et pas que sur la location, mais ça pourrait être une des premières pistes, c'est de développer le sujet médiation, justement. Alors, ça arrivera peut-être pas dans tous les cas de travaux d'un propriétaire bailleur, et j'espère qu'il y a plein de travaux qui se passent bien et que le locataire, il ouvre sa porte, il laisse venir l'entreprise, hein, heureusement. Mais sur les cas complexes, de développer le sujet médiation, et c'est vrai que Louis, il travaille depuis un moment, et je lui laisse la parole du coup. Peut-être dit beaucoup de choses, mais c'est vrai que dans un contexte où le temps est long avant d'accéder au juge, notre mission d'information des ménages sur les questions complexes et questions juridiques
sur les impayés, le traitement des impayés, sur la non-décence énergétique. Tous ces cas-là, via une information juridique très complète, on arrive à les résoudre et à formaliser un accord du bailleur qui engage une dynamique, alors une dynamique de travaux, une dynamique de traitement de l'impayé. Donc on l'a expérimenté sur le 93, sur le territoire de Paris en matière d'impayés, et d'autres territoires ont envie d'aller sur d'autres sujets aussi, sur l'accompagnement des ménages en précarité énergétique. Et malheureusement, il manque une petite chose pour qu'on se sente plus libre dans cette dynamique de médiation, c'est un aménagement de nos statuts types qui sont portés par un texte réglementaire qu'il faudrait modifier. Vous ouvrirez, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de questionnement des autres acteurs sur la DIL, elle peut y aller ou elle ne peut pas y aller. Et même les ADIL, certaines nous disent « Oh là là, est-ce que j'ai vraiment le droit d'y aller ?» Il est écrit dans l'article L366.1, enfin, on n'a pas le droit de faire ni acte administratif contentieux et commerciaux. Donc, qu'est-ce qu'un acte contentieux? Donc, c'est vrai que nous, on a beaucoup travaillé avec un professeur de droit, avec... il n'y a pas de définition juridique. Donc, en fait, on est un peu... Alors, on le fait parce qu'on trouve que c'est intéressant. On fait l'expérimentation, mais c'est vrai que s'il était écrit, effectivement, dans les textes que les ADIL pouvaient faire de la médiation, notamment sur le sujet des rapports locatifs, ça ouvrirait nos chakras et, effectivement, on irait plus volontairement. Et peut-être que les acteurs locaux se poseraient moins de questions. Et voilà, soit on nous identifie aussi plus... je dirais plus précisément sur cette mission, hein, bien évidemment, et ça veut dire qu'on va se structurer, ça veut dire qu'on va former, parce que nos juristes, ils font déjà de la médiation de manière indirecte, puisqu'ils rencontrent locataire, bailleur, des fois avant, après, décalé, en même temps, certains ont cette mission-là. Mais c'est vrai qu'il y a un enjeu de créer, je dirais presque, un pool médiateur par région, qui permettrait effectivement de traiter cette problématique sans voler le travail des commissions départementales de conciliation, puisqu'on ne travaillerait pas forcément sur le sujet, puis je n'ai pas l'impression qu'elles sont en déficit de demande. Donc en sectorisant effectivement le sujet, je pense que ça pourrait être intéressant. Après, je vais vous dire, c'est l'enjeu du financement, donc la question elle reste entière, mais je pense que c'est une vraie piste intéressante à creuser. Peut-être pour prolonger ce sujet-là sur le financement des ADIL, moi j'étais interpellé par l'ADIL de mon département au printemps. Là. J'ai posé une question au gouvernement en mai et j'ai reçu une réponse cet été. Là. Je l'ai prise avec moi, je vais vous la transmettre, mais enfin qui renvoie beaucoup sur Action Logement. Sauf que, c'est tripartite le financement des ADIL, hein. C'est État, Action Logement et collectivité. Même au-delà de ça, hein, c'est-à-dire qu'il y a 3 financements nationaux. Il y a État, Action Logement, CG2LS. CG2LS. Voilà. Ouais. Sauf qu'aujourd'hui, la convention Action Logement, elle va être pérennisée parce qu'on va signer, mais dans la convention avec l'État, on est sur 9 millions depuis plus de 10 ans. Oui. Alors que le réseau s'étend, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de parts de gâteau. Et c'est vrai qu'il n'y a pas forcément la compensation. Et les collectivités locales sont aussi quelquefois en difficulté, donc réduisent aussi les moyens des ADIL. Donc à un moment donné, en fait, c'est ce qu'on explique et je vous... Donc c'est qu'il y a donc un sujet financement État, parce que j'ai bien lu la réponse là, qui vient de me parvenir, qui ne traite que du prolongement de la convention avec Action Logement, mais qui chante le sujet État. Donc on pourra peut-être regarder avec vous, dans le cadre de la loi de finances, si on pousse une adaptation au moins du volet État, puisque c'est là-dessus qu'on va discuter dans le cadre de la loi de finances. Moi, peut-être, j'avais deux questions peut-être un peu plus rapides, parce qu'on va être obligé de mettre un terme à notre audition. J'aurais voulu avoir votre avis sur... et éventuellement vos propositions sur MaPrimeRénov', comment ça fonctionne, l'impact, quelle simplification éventuelle. Tout le monde reconnaît, admet que c'est quand même complexe. Donc il y a sans doute des marges de simplification. Et dans un autre domaine, j'aurais voulu avoir votre avis sur le DALO et comment vous
vous analysez, on est maintenant, je ne sais plus, plus d'une décennie. Oui, 2007, oui. Donc on a quand même suffisamment de recul. Et on n'en parle plus beaucoup dans le débat public. Et pourtant, il me semble que ça mériterait d'être posé sur son efficacité, sur son fonctionnement, sur les recours, sur l'adaptation éventuelle du DALO. Il me semble qu'il y a un sujet qui va s'amplifier avec la crise du logement, parce que plus on est embolisé dans le parc locatif, plus on va avoir de difficultés, de délais d'attente. Alors, sur ma prime rénov', je laisserai peut-être Louis... Voilà, parce qu'on a quelques sujets juridiques sur lesquels on fait remonter régulièrement nos questionnements et on n'a pas forcément de réponse. Peut-être sur le DALO, et on répondra peut-être à deux voix avec Odile. J'ai été responsable de l'instruction du DALO à Paris pendant 4 ans, parce que c'est la DIL qui instruisait à l'époque, ce qui n'est plus le cas. Je pense que ça a fait bouger des lignes. Ça a permis effectivement de se poser des questions sur l'accès au parc social, sur la priorisation. Je pense que les textes ont évolué depuis, avec des nouveaux critères de priorité. Sur la quantité de parcs, sur les secteurs en très 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 grande tension, c'est-à-dire qu'à Paris, on avait à peu près 50% de décisions positives, donc vous imaginez le sujet. Voilà, je pense que sur le DALO, vous répondre comme ça sans y avoir un peu plus pensé, c'est réfléchi en amont. Je pense qu'on a vraiment des disparités entre les territoires. C'est-à-dire que le DALO, sur certains territoires, il y a très peu de dossiers, c'est pas un sujet. Et puis sur d'autres territoires, c'est on va dire, une usine énorme à produire du public prioritaire. Qui doit être logé et puis pas forcément assez de logements en face. Donc c'est vrai que je pense que le territoire, il est très différent. Enfin, il y a vraiment des sujets qui sont très différents. Alors, est-ce qu'il faut faire des étapes de bilan? Alors, je pense que le Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées, je pense qu'il produit régulièrement des travaux. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus, Odile? C'est ce que tu dis, c'est-à-dire que c'est une question de volumétrie, c'est qu'en face, pour loger, il faut du parc. Je suis désolée de la réponse aussi simple, mais il peut y avoir des... Et puis après, il y a les problématiques un petit peu de contradiction, voire de concurrence de public dans les politiques d'attribution, qui sont pour le coup parfois totalement insolubles entre le droit au logement et la mixité sociale. Et c'est cette complexité-là qui, pour moi, est encore plus compliquée, parce que rend l'exercice du DALO encore plus complexe, du fait qu'on a cette réponse un peu avec la loi LEC qui appelle aussi à la mixité sociale. Le parc est disponible, qui est souvent dans les territoires où il y a des enjeux de mixité sociale. Pour autant, il y a la réponse de répondre au droit au logement. Et c'est cet arbitrage-là qui est parfois un peu complexe, d'autant plus que vous voyez bien dans vos territoires la disponibilité de l'offre n'existe pas. Et donc c'est pas une équation impossible, mais quand même pas simple, qui pose vraiment la question du développement de l'offre, ça on le sait bien, mais après, et là ça interroge des questions extrêmement plus larges sur la programmation logement locatif social accessible, de résorption du mal logement et de politique publique plus large que le DALO en fait titille dans son expression et dans la difficulté de se mettre en œuvre. C'est pas, je pense, une question de... Et c'est vrai que quand on avait fait un petit discuter, le DALO, il y a l'intention qui a été posée, mais derrière, les moyens ont été quand même reposent complètement sur l'accessibilité, la mise en œuvre du parc, et en plus vraiment cette difficulté, je pense, politico-technique de gérer les attributions entre différents critères qui se posent en conditions d'attribution. Et ce qui pose aussi la question de la manière dont les conférences intercommunales du logement ne soient pas des coquilles vides et aussi soient une bonne interface pour articuler tout ça. Peut-être sur le DALO, en tout cas sur un sujet voisin qui a une certaine actualité, vous transmettre un point de vigilance en lien avec la loi du 27 juillet, puisque vous savez que les ménages menacés d'expulsion sont prioritaires au titre du DALO.
la mécanique de la loi du 27 juillet fait qu'on risque d'avoir davantage de décisions judiciaires prononçant l'expulsion ferme, puisque avec le dispositif, le juge ne pourra pas prendre d'office cette décision. Il faudrait qu'il y ait une expression, une demande du bailleur ou du locataire. Or, on sait que les ménages, les locataires sont malheureusement pas assez présents à l'audience. Donc la mécanique du texte fait qu'on va avoir plus de ménages menacés d'expulsion ferme et donc éligibles au DALO. Et donc on va créer un flux qui malheureusement risque d'être important, presque à la hauteur du nombre de ménages reconnus prioritaires DALO chaque année. Donc c'est peut-être un point de vigilance. Et pour peut-être l'autre question autour de MaPrimeRénov', je rebondis sur un mot qu'Odile et Roselyne vous avez exprimé, le besoin de pérennité des dispositifs, de leur financement. Et j'avais envie de dire stabilité aussi du droit, pérennité du droit aussi, c'est quelque chose qui est nécessaire aux juristes que je suis. Et je retrouvais mon analyse juridique, le décryptage de MaPrimeRénov', qui existe depuis la loi de finances pour 2020, donc elle existe depuis 3 ans. Elle a été modifiée un nombre de fois assez remarquable, avec des fléchages pas toujours cohérents les uns avec les autres. Et on sait qu'elle est en cours de réadaptation pour en plus devenir duale, aller sur la performance globale ou vers le statut de sortie de fossile, de passoire fossile. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc on va avoir demain, en tout cas c'est ce qui est annoncé par l'ANA, un volet performance opposé à un volet efficacité de MaPrimeRénov' que je ne connais pas encore puisque je n'ai pas vu ni les instructions, ni les délibérations, ni les textes, mais tout ça va arriver en vigueur le 1er janvier 2024. Si moi, en tant que directeur juridique de l'ANIL, je ne suis pas à l'aise pour vous répondre, vous imaginez bien que les conseillers France Rénov' et juristes qu'ils sont aussi vont être aussi en fragilité pour expliquer aux ménages le nouveau dispositif à compter du 1er janvier 2024. Chacune de ces... Excusez-moi, mais moi, je comprends ça mais fort bien, mais ma question, c'était du point de vue de l'usager, de celui qui est censé venir vous voir pour savoir s'il est éligible ou pas et dans quelle proportion. Est-ce qu'il y a beaucoup de non-recours? En tout cas, mon ressenti, et est-ce que il y a des pistes de simplification d'accès à cette prime? Côté usager, j'ai l'impression que ça va mieux. Ça va mieux parce que déjà la plateforme fonctionne, ce qui n'était pas le cas dans les premiers mois de lancement du dispositif MaPrimeRénov'. Il n'y a plus de bugs, blackout de la plateforme. Bon, donc ça fonctionne. Donc on arrive avec des ménages qui ne sont pas en désespérance d'une plateforme numérique qui ne fonctionne pas. Et ils connaissent MaPrimeRénov', ce qui est déjà une bonne chose. Après, qu'ils ne connaissent pas toutes les conditions d'éligibilité relatives aux travaux, à leurs conditions de ressources, ça, c'est quelque part la mission du réseau des ADIL et du réseau France Rénov'. Donc, les choses s'améliorent en termes de connaissances. Avec cet enjeu-là, c'est que les connaissances qui sont derrière l'outil soient relativement stables pour que les uns les autres puissent bien se les approprier. Après, peut-être sur l'éligibilité, moi, certaines ADIL me faisaient remonter que on a effectivement fléché des aides, je dirais, renforcées en direction des ménages modestes, ce qui est une chose, je dirais, ce qui est assez favorable. Mais on reste quand même sur des ménages intermédiaires avec le niveau d'aide qui reste quand même trop faible et qui empêche le passage à l'acte. Et sans que ça soit quand même des ménages avec un niveau de revenu, on va dire, enfin, je dirais, ils ne sont pas à l'aise, quoi. Ils sont finalement sur un secteur... et c'est l'ADIL du Loiret, hein, notamment avec qui j'ai pas mal échangé sur le sujet, qui me disait sur ces publics-là, il y a quand même encore quelque chose à faire. Et c'est des publics qui renonceront à une opération parce qu'ils ne sont pas modestes, mais ils ne sont quand même pas suffisamment à l'aise pour faire les travaux. Et c'est vrai que je pense qu'on le sait tous, hein, qu'une rénovation globale, c'est-à-dire qu'on ne se limite pas à changer la chaudière, à changer les fenêtres. Il y a eu une volonté, effectivement, d'initier un mouvement avec des actes isolés, de faire du changement de fenêtre, du changement de chaudière. C'était un choix. Voilà. On imagine aujourd'hui que ça lance une dynamique et qu'on va tous passer en rénovation globale.
C'est une idée qui est bonne, mais qui nécessite un véritable accompagnement. Et puis, il faut que le financement soit à la hauteur de ce que coûtent réellement les travaux. Et sur le reste à financer, le reste à charge, on a encore, après je pense que je vous apprends rien, hein, mais il y a encore des enjeux de financement sur la copro, où les établissements financiers répondent pas, quoi. Donc nous, on a des édiles qui nous disaient que sur certaines copros, ils n'arrivent pas à trouver d'établissements financiers qui financent effectivement les travaux, et du coup l'opération elle est bloquée depuis 2 ans, quoi. Donc voilà, on a encore quelques marches à monter. Je pense collectivement on y croit tous, mais voilà, je pense qu'il y a de toute façon, les travaux, il faut les financer, donc booster un petit peu, et notamment les ménages intermédiaires, et puis essayer de décrisper les établissements financiers qui n'ont pas envie d'y aller, quoi. Ok, très bien. Bon, je crois qu'on peut vous remercier. Si vous avez un certain nombre de propositions dans le cadre de notre mission, vous l'avez compris, il y a un peu de temps, j'ai envie de dire un peu plus long, jusqu'à la fin de l'année, début de l'année prochaine, sur la politique du logement en général et nos propositions, puis un temps plus court dans les semaines qui viennent, d'ici la fin octobre, sur les propositions qui pourraient être les vôtres dans le cadre de la loi de finances. Donc on a bien retenu au moins 2 propositions sur le PTZ, l'élargissement du PTZ et du de Normandie. Donc on voit bien l'intérêt de ces 2 dispositifs, notamment avec le de Normandie, de remettre du logement dans le circuit locatif, puisque la réglementation énergétique fait que ça va soustraire et augmenter, il y a un risque en tout cas d'augmenter la vacance. Donc le de Normandie peut être une des réponses, pas la seule bien sûr, mais ça peut être une des réponses. Donc on a bien entendu ces 2 propositions. Si vous avez des réflexions qui permettent de préciser un peu ce que vous entendez par l'élargissement de Normandie et du PTZ, bon ça c'est un peu plus simple, mais du de Normandie, nous sommes preneurs, et éventuellement d'autres propositions par écrit. Pareil sur la question du financement des ADIL. Sur comment, quelle serait votre espérance. C'est toujours bien d'exprimer ses espérances. Donc, quelles seraient vos espérances en matière de réajustement du financement de la part État, puisque c'est de ça dont on va parler dans la loi de finances. Ok. Simplement vous dire que, en fait, l'inquiétude des membres de l'ANIL a été matérialisée lors de notre assemblée générale du 15 juin. Et là, en fait, les membres de l'ANIL ont souhaité effectivement rédiger une motion relative au financement. Alors, de cette mission socle, alors, on a des nouveaux financements qui viennent effectivement sur les chargés de mission, sur les équipes mobiles, sur des missions particulières qui ne sont pas forcément pérennes et qui sont vraiment très fléchées. Et c'est vrai que le financement de la mission socle, c'est lui qui est en péril. C'est-à-dire que même les collectivités locales missionnent les ADIL sur des missions particulières. C'est-à-dire que quand elles accompagnent des copropriétés, elles ne font pas autre chose. Donc ça veut dire que le tout venant qui vient sur son problème d'impayé, de LHI, etc., il y a l'équipe qui est là, mais qui n'a pas été financée plus, donc qui ne s'étend pas, bien que les problèmes ne sont pas décroissants, mais plutôt croissants. Et on est finalement confronté à un plafond de verre, c'est-à-dire que la DIL, elle ne peut pas répondre à plus. Et c'est vrai que c'est là où, après, on diffusera, effectivement, là, on va diffuser, donc c'est diffusé ce matin aux membres, à l'ensemble des membres de l'ANIL. On diffusera aux présidents de conseils départementaux, on va diffuser aux parlementaires, donc vous le recevrez également. Cette motion qui explicite, en fait, le pourquoi, c'est-à-dire que, oui, effectivement, les financements sur le programme 109 ont augmenté progressivement, mais parce qu'il y avait plus d'ADIL. Effectivement, oui, sur le programme 177, on est financé, mais c'est sur des missions particulières. Et c'est vrai que c'est cette mission socle qu'on veut sanctuariser parce que elle permet à tout le monde de pouvoir accéder gratuitement à une information. Et peut-être cette approche, ce qu'on remarque justement sur la prévention des expulsions, il y a des ménages qui viendront nous voir, nous, parce qu'en fait, on n'est pas estampillé social. Oui, je ne suis pas un cas social, je vais voir la DIL, ok, c'est des juristes. Alors qu'on a aussi des travailleurs sociaux. Et c'est vrai qu'on a une approche et une lisibilité en fait du public qui est un peu différente
et qui nous permet, nous, d'avoir de faire venir vers nous, par exemple, dans la période de confinement, on a eu des problèmes des artisans qui n'avaient plus d'activité, etc., qui étaient confrontés à des problématiques, qui ne voulaient pas aller voir les travailleurs sociaux, mais ils voulaient bien venir nous voir nous. Donc je me dis que voilà, il faut pérenniser ce service qui mérite d'être plus connu, parce que tout le monde ne connaît pas ce qu'est une ADIL déjà. Non, mais on est convaincus. Donc Mais ce voilà. serait bien d'avoir Mais une je vous le proposition communiquerai. concrète, Voilà, mais on vous communiquera. Alors, Merci. je vous laisse. Alors, j'ai fait qu'une seule version du dossier. Donc, vous avez le rapport d'activité, vous avez l'étude Bien vieillir. Donc, si effectivement vous étiez intéressé, tout est en ligne sur notre site. Donc voilà, je vous remets officiellement le dossier. Je ne sais pas, voilà, qui pourra circulariser.